à moi pour développer un petit entretien sur la vision de l'enseignement, le constat, le point de vue et l'expérience personnelle que j'ai eue dans ma carrière de maître intéressé aux problèmes d'éducation et d'enseignement, suggestions et perspectives. Il est certain que dans le domaine, il y a des gens certainement qui seraient mieux placés que moi pour en parler, surtout s'ils sont enseignants de métier. Mais nous tous quand même, quel que soit le niveau auquel on se trouve, nous avons toujours été intéressés par l'enseignement, soit parce que nous-mêmes étions des élèves, des étudiants, et maintenant nous avons des enfants et des petits-enfants qui vont à l'école. L'école est présente partout dans notre activité quotidienne. Je vous remercie beaucoup. Le document que je vais vous présenter, je l'ai fait de manière didactique, un peu schématique, pour aborder les différents points que je vais aborder. Ils sont détaillés dans le document que je vous ai remis. Et à l'issue, je serai très heureux de répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup. Ma vision de l'enseignement commence d'abord par un propos sur l'éducation. On définit souvent l'éducation comme la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain en général. L'éducation est un facteur déterminant de notre évolution à travers les âges. Cette assertion trouve son fondement dans l'énoncé de 2 hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Du berceau à la tombe, on doit toujours apprendre. Le deuxième, il est méritoire d'aller jusqu'en Chine pour apprendre. Ceci prouve, s'il en est encore besoin, que l'éducation est le fil conducteur de notre existence sur Terre. C'est un déterminant qui régule notre rapport à autrui et à la nature. Il n'est point de philosophe ou d'homme de pensée, encore moins de politique, qui ne soient intéressés à la problématique de l'éducation dans leurs actions ou dans leurs œuvres. Socrate, l'homme d'Athènes, dans sa quête du savoir, n'est-il pas devenu célèbre que par son célèbre dicton? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette formule devenue célèbre, jamais altérée par les âges, n'était autre que le fondement de sa vision de l'éducation qu'il appela la maïeutique, technique d'éducation et d'enseignement que d'autres ont appelé l'art d'accoucher les esprits. Car selon Socrate, contrairement à l'opinion, le savoir est une croyance que l'on peut justifier par des raisons et non une croyance simplement admise. N'est-ce pas pour cette raison que, dans ses échanges avec les Athéniens, il leur pose toujours la même question. Qu'est-ce que X? Pas habitués à ce genre d'échange, certains notables d'Athènes, trop soucieux de leur ego, montèrent un judicieux complot contre le grand sage et le condamnèrent à boire la ciguë. Triste sort d'un sage d'entre les sages. Plus près de nous, le grand philosophe allemand Martin Heidegger, 1900, le professeur Perrin, dans la revue philosophique de France et de l'étranger, au 2009 sur 3, tome 134, page 303 à 354, consacré à Martin Heidegger. Il est toujours apparu à ses auditeurs ainsi qu'à ses lecteurs comme un maître d'école, un magistère dont l'enseignement n'entend inculquer à qui l'écoute que le rudiment à partir desquels la pensée s'apprend. Enseignant s'offrant comme la figure la plus accomplie de l'apprendre. Apprendre, c'est enseigner. C'est s'enseigner soi-même. Et cela parce qu'enseigner n'est plus ni moins qu'apprendre, à tout le moins, continuer à apprendre ce que l'on enseigne. Nul n'en doute, il existe bien un adage qui dit qu'on apprend mieux en enseignant aux autres ce que l'on sait.
ce que l'on a appris. L'éducation et action aussi, et la définition que nous en donne Durkheim, le grand sociologue, nous semble excellente. L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle se résume par l'action d'une personnalité sur d'autres personnalités, par la création de communications psychologiques entre les êtres humains. L'éducation est du domaine de l'art. L'art de créer les conditions favorables à cette action profonde, susceptible d'orienter l'évolution d'un sujet. L'art de manier certaines techniques d'action, l'art de mener vers des objectifs, ceux dont on a la charge. L'éducation embrasse le cadre général de l'existence et de l'évolution de l'homme dans son milieu social et dans son rapport à la nature. L'éducation essentiellement a pour objet le développement intellectuel, mais aussi la formation physique et morale et l'adaptation sociale de l'individu. Le cercle de famille constitue la première étape de la prise en charge de l'éducation de l'enfant par les siens. C'est dans ce microcosme qu'il apprend petit à petit, au fur et à mesure de son évolution, les rapports à autrui pour mieux appréhender le complexe dans lequel il évolue. Dans le domaine éducatif, toute action sur l'homme ou sur l'enfant implique toujours une finalité ou tout au moins une orientation. Menée de façon implicite par un praticien manquant de culture philosophique, elle est expliquée par la pédagogie dont l'objet est de déterminer les objectifs vers lesquels l'action éducative doit s'orienter. La pédagogie ainsi conçue dépend dès lors d'une philosophie. Ainsi, tout en étant art en relation avec l'action éducative, elle se distingue aussi bien par son objet que par ses méthodes. L'on ne peut certes pas séparer l'éducation de la pédagogie tant elles sont intimement liées. C'est pour cette raison qu'il faut éviter toute approche schématique ou présentation verbale pour établir une première distinction de l'éducation et de la pédagogie, analogue à celle de l'action et de la pensée. En effet, une telle démarche ne rend pas suffisamment compte des relations dialectiques et de l'évolution rapide des conditions propres à chaque domaine. Mieux vaut-il expliquer l'aspect dynamique de chacun des domaines de recherche et de faire ressortir l'unité profonde des différentes préoccupations. Partant de l'hypothèse que l'éducation et la pédagogie s'appliquent à des réalités, la recherche des conditions les plus favorables et les plus efficaces, aussi bien de l'action que de la réflexion, a donné naissance à une série de disciplines générales ou particulières dont l'ensemble constitue ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les sciences de l'éducation. La réflexion pédagogique intègre plusieurs domaines et rencontre les préoccupations d'autres spécialistes dont l'activité est à cheval sur plusieurs secteurs. Parce que philosophique, la réflexion pédagogique doit expliquer une conception de l'homme, de ses rapports avec le monde matériel et la vie sociale. Discipline essentiellement philosophique, elle constitue pour beaucoup le seul domaine de la pédagogie et reste trop souvent séparé de la réalité scolaire. Sur un autre volet, la pédagogie comparée permet d'étudier de manière plus précise les relations d'un système scolaire avec les structures sociales et les conditions technico-économiques dont il dépend. Avec le développement des enquêtes internationales facilitées par les relations institutionnelles entre les instituts d'enseignement des différents pays, cette nouvelle discipline apporte des éléments importants d'explication des phénomènes pédagogiques. Nous réalisons ainsi à quel point la pédagogie et la sociologie sont si intimement liés. N'est-ce pas pour cette raison que le développement actuel de la sociopédagogie doit retenir notre attention? Quel est donc le but et la portée de l'éducation? En introduction à son essai sur l'instruction militaire édité en 1935 aux éditions Charles Lavoisiel, le général Bralion écrit, je le cite,
Si je cherche à définir le verbe instruire, je dirais que c'est introduire quelqu'un dans un domaine d'activité d'ordre quelconque qu'il ignore ou connaît mal. L'aider à y acquérir des possibilités qu'il n'avait pas et le rendre apte à les développer par son effort personnel. Cette définition qui englobe toutes les formes possibles d'instruction, même d'éducation, entraîne nécessairement deux corollaires. L'instructeur est un guide pour l'instruit. La personnalité de celui-ci et la façon dont il réagit doivent constamment retenir l'attention de l'instructeur qui réglera son action d'après elle. Toute instruction, de quelque nature qu'elle soit, ne se conçoit qu'individuelle, même si en apparence elle est donnée collectivement. Fin de citation. L'instruction, quelle que soit la nature et les procédés qui la sous-tendent, vise essentiellement deux buts. Celui de possibilités purement intellectuelles qui visent à inculquer des idées, ou celui de possibilités d'action qui peuvent conduire jusqu'à l'acquisition de réflexes. S'agissant du premier objectif, celle de l'acquisition des idées, on vise l'enrichissement de la mémoire et l'extension de la compréhension. Quant au second objectif, il vise la création de réflexes musculaires et mentaux et le développement du jugement. En réalité, pour atteindre les objectifs visés dans les deux cas que nous venons d'exposer, on utilise des techniques et des procédés variables selon le cas. Dans certains domaines de l'instruction, ce sont les cours, les interrogations et les travaux dirigés dans le domaine de l'enseignement supérieur qu'emploieront le professeur ou l'enseignant et que l'instructeur quand il s'agit d'enseignement militaire. S'il suffit de savoir, lorsqu'il s'agit de matières théoriques telles que l'histoire, la géographie, les lettres, la philosophie ou de mathématiques pures. S'agissant des sciences appliquées, d'actes physiques ponctuels et répétitifs, il faut savoir faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc l'éducation facilite l'unité nationale également. La laïcité, la gratuité et l'obligation de fréquenter l'école pour tous les jeunes français portant le même uniforme sont la marque de fabrique de Jules Ferry, 1832-1893. C'est lui qui a marqué de son empreinte l'école publique française pour une même identité, une vision commune de l'avenir. À l'époque, l'arrivée massive de migrants italiens vivant dans un communautarisme indécent a également été un facteur déterminant dans la décision de Jules Ferry de vulgariser l'école publique. N'est-ce pas grâce à l'école que ces enfants venus d'ailleurs, fréquentant le même milieu scolaire que leurs camarades français de souche, ont pu s'assurer une meilleure intégration pour eux et leur communauté respective, qui comporte parmi les plus nombreuses sur le sol français. Ceci démontre à n'en plus douter que l'éducation est un facteur d'unité nationale. Ce qu'on a constaté, c'est que partout ailleurs, on a édité des politiques d'éducation, il y a eu des résultats et des perspectives. À vrai dire, les acteurs de l'éducation sont les mieux placés pour faire l'état des lieux des structures d'éducation au Sénégal, de leur mode de fonctionnement et de l'évaluation selon les modules concertés en rapport avec les politiques d'éducation définies au plus haut sommet de l'État. Il ne demeure pas moins que nous, parents d'élèves ou étudiants, pouvons assumer sans conteste que nos attentes ne sont pas atteintes malgré les efforts consentis pour le soutien de nos enfants. Il est évident que cette assertion ne concerne que l'école publique. Dans les cycles d'enseignement privé, les établissements se dessous de l'excellence du primaire au supérieur. Le débat reste ouvert à ce sujet. Maintenant, s'agissant de mon point de vue et de mon expérience personnelle, je vais vous livrer quand même quelques réflexions que j'ai amassées à gauche et à droite au cours de ma carrière militaire, et essentiellement à l'EPT, qui a été quand même un point culminant de ma carrière sur le plan
pédagogique. Vous savez, l'anticipation est la clé de voûte de tout leadership. Il faut avoir le flair et partir à point. J'ai compris très tôt que l'informatique pouvait avoir un avenir important au Sénégal dans le cadre de l'éducation. L'éducation est à l'économie ce que l'armée est à la défense. On formule une politique de défense en fonction des menaces et des préoccupations sécuritaires d'un État. La formule sacrée, pas de sécurité, pas de développement, ne souffre d'aucune intemporalité. Elle est toujours d'actualité. C'est une vérité éternelle. Il en est de même pour les perspectives de développement économique d'un pays. Il faut des cadres bien formés et compétents dans tous les secteurs d'activité des pays qui aspirent au développement. La création d'universités, d'instituts de formation de haut niveau technique et scientifique obéissent à des visées économiques rapportées aux ressources disponibles et envisageables en fonction du potentiel humain disponible en formation. L'université doit être une fenêtre ouverte sur le développement par le biais de partenariats pérennes et évolutifs avec l'entreprise à l'image de la marche du monde. Dans les universités d'Europe et d'Amérique, les programmes varient au rythme de l'évolution des technologies et des découvertes scientifiques. Le numérique a révolutionné le monde et va durablement marquer notre existence. Nul ne pourra y échapper. Seul un système éducatif cohérent, bien pensé et mis en œuvre par nous-mêmes, sans exclure le partenariat technique et scientifique de bonne volonté, nous permettra de prendre notre destin en main pour ne pas rater le rendez-vous du 21e siècle. Le moi n'est certes pas haïssable s'il ne fait pas référence à une posture narcissique et qu'il ne constitue qu'un repère historique dans la vie de l'homme. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir assisté à l'aube de l'informatique de bureau dans ses premiers balbutiements. À l'école supérieure technique du génie de Versailles, ESTG, on utilisait la première machine à calculer programmable appelée programmation de la marque Olivetti pour les calculs de béton armé. Les programmes étaient introduits dans la machine par le biais de cartes perforées, comme au bon vieux temps des machines télétextes utilisées dans les PTT pour la transmission des télégrammes. Les disquettes 3 pouces et demi, 5 pouces, un quart étaient inconnus des hommes, encore moins les CD et autres supports tels que les clés USB qui rythment de nos jours notre quotidien au bureau. Depuis lors, mordu par le virus informatique, j'ai suivi durant mon séjour aux USA des cours de langage basique à la télévision que j'ai terminé au HAC, Harrisburg Area Community College de Pennsylvanie. Les cours dispensés au HAC étant destinés aux ordinateurs IBM fonctionnant sous DOS, il me fallait laborieusement reconvertir les pas de programme en système GEOS sur un petit Commodore Plus 4 acheté d'occasion à Alumni Association, avant d'acquérir plus tard un Mac Plus qui, avec 1 giga de RAM, était la vedette des PC au monde. De retour au Sénégal, l'opportunité m'a été offerte de prendre le commandement de l'EPT, où ma première décision a été de moderniser la bureautique dans ce précieux établissement d'enseignement technique et en remplaçant les machines électriques de bureau IBM à boule par les machines XT et de la gamme des 286. Avec la complicité d'un groupe d'étudiants dirigé par leur camarade Ahmed Sall, aujourd'hui ingénieur de son état et directeur de société, nous avions créé un start-up, peut-être la première du genre dans la sous-région, que nous avions baptisé UPI, Unité de production informatique. Nous importions des machines en pièces détachées que les membres de l'UPI assemblaient le soir au laboratoire. C'est ainsi que toutes les promotions de l'EPT ont acquis des PC à titre personnel et au prix coûtant pour concevoir et réaliser leur mémoire de fin d'études. Il en a été de même pour le personnel d'encadrement étendu à leurs proches et leurs familles. Parallèlement, l'épouse d'un membre du corps professoral diplômé en bureautique assurait moyennant finance la formation en traitement de texte sous WordPerfect de tout le personnel du secrétariat, avant de nous attaquer à l'informatisation complète de la bibliothèque de l'école polytechnique. À la demande des étudiants,
J'ai fait venir du Canada l'un des meilleurs techniciens en câblage de l'époque, programmé pour un séjour de 30 jours à la demande des étudiants. Je l'ai maintenu pour 3 mois de service reconnu et payé. Notre aventure informatique à l'EPT ne s'est pas arrêtée là, pour autant. En collaboration avec l'éminent professeur de mathématiques Ahmed Seydi, de la faculté de sciences de l'UCAD, nous avons organisé à l'école polytechnique les premières journées internationales consacrées à la télédétection. Car nous avions à l'époque le meilleur centre de calcul au Sénégal. Cet événement était organisé dans le cadre de l'OPELF, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, par le biais d'un financement du gouvernement canadien. Nous avions enregistré à l'époque des participants venus de la plupart des pays d'Afrique francophone et d'Europe et même du Mexique. Ma collaboration avec les étudiants, pour l'intérêt que je portais à leurs préoccupations, a beaucoup contribué au développement de l'informatique à l'EPT. C'est un de mes anciens élèves, par exemple, qui m'a initié au langage Pascal à l'époque. En retour, j'ai donné à un élève ingénieur coréen une application du système MS-CEPAL de haute ingénierie destinée au calcul, à la simulation et la représentation dans les organes de structure mécanique. Il en a fait le sujet de son mémoire de fin d'études. J'avais confiance que l'informatique, d'une manière générale, le numérique, allait devenir un marqueur civilisationnel de l'âge de la conquête de l'espace que nous vivons aujourd'hui. M. Sigmund Ginsburg, mathématicien, titulaire de la chaire d'informatique et de mathématiques à l'Université de Californie, ne disait-il pas: les ignorants du XXIe siècle sont ceux qui ne sauront pas se servir d'un clavier. Mais maintenant, ce que je suggère, et en perspective, ce que je pense que l'école sénégalaise doit devenir, c'est qu'il faut d'abord partir du principe que l'innovation technologique est en perpétuelle évolution et nous commande de revoir notre conception du monde et de moduler nos rapports à autrui et à la nature. Le temps est venu pour nous humains sur cette terre très fragile de concevoir un système éducatif à forte teneur scientifique si nous voulons survivre. Certains pays ont lancé des programmes ambitieux d'éducation à tous les niveaux. Ainsi, c'est non sans surprise, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai suivi sur les réseaux de télévision par satellite ces jours-ci les activités de classe de jeunes enfants sud-africains basées sur un modèle appelé Basic Education. Le slogan introductif du cours titille tous les parents soucieux de l'éducation de ses enfants. Let's join hands to teach every child. Après la présentation générale du cours par la maîtresse enjouée et très active, les élèves se sont d'abord répartis en petits groupes, puis en groupe de 2 pour restituer le cours selon une procédure bien adaptée et articulée en 3 phases. Peer-to-peer learning, responsive learning, one-on-one for individual learning. L'évaluation du cours se faisant sur la base d'un module intitulé Informal Formative Assessment, ayant pour objectif Learn, Assess and Get Results. La liste n'est pas exhaustive. Les exemples sont nombreux. Une autre idée serait de rassembler tous les ouvriers formés sur le tas dans les garages et les ateliers de tout genre qui plient le Sénégal et leur donner des cours d'initiation en technologie dans leur domaine et en dessin technique pour la conception et la fabrication de modules et de modèles adaptés à leurs activités. Cela me fait penser à M. Djeraf Diouf, ingénieur de TP de son état, qui dans les années 50 à Kaolack distribuait à tous les ouvriers maçons qui le souhaitaient une planche à dessin, un thé, des équerres et des crayons pour les initier au dessin technique à la chambre de commerce de Kaolack et à ses frais. N'est-ce pas là un bel exemple de civisme contributif à l'éducation des adultes, autre aspect de la pédagogie pour adultes dénommé andragogie. Certaines chambres de commerce de métiers du Sénégal, vu les années 80, ont eu la même initiative. Mais qu'en est-il aujourd'hui? S'agissant de nos universités et des établissements d'enseignement supérieur, technique et scientifique, les relations institutionnelles avec les structures analogues à l'étranger sont à rechercher.
Ils doivent même faire l'objet d'accords entre États pour non seulement des échanges de programmes et d'enseignants, mais surtout pour la formation de doctorants. Le PT de Thiès avait des relations institutionnelles très fortes avec l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a accueilli certains professeurs de l'EPT au PhD en hydraulique. Nous avons reçu également à l'époque des balances numériques enregistreuses de données pour le laboratoire de mécanique des sols. Lors du voyage d'études que j'ai effectué en Allemagne avec l'EPT, l'Université technique de Berlin, l'Université militaire de la Bundeswehr d'abord, et l'Université technique de Berlin avaient souhaité avec insistance nouer des relations institutionnelles avec l'EPT. J'en ai évidemment fait le rapport au ministère des Armées, mais hélas, ceci est resté sans suite. Les initiatives peuvent être nombreuses et souvent de bonne volonté et de bonne intention. Mais rien ne saurait être sans rigueur et clairvoyance. Et comme le disait Einstein, faire, créer, inventer exige une unité de conception, de direction et de responsabilité. En bref, voilà donc, mes chers jeunes camarades, un aperçu global de ma vision sur le thème que vous avez bien voulu me soumettre. Je suis prêt, j'attends vos questions. Voilà, merci Général. Merci pour l'exposé qui a été clair, succinct. Donc, vous avez, je vais peut-être résumer un peu, pas trop, comme on a la communication qui a été partagée dans le groupe WhatsApp. Donc, vous avez beaucoup parlé de pédagogie, vous avez parlé de l'andragogie, vous parlez de la pédagogie liée aux personnes adultes. Dans votre discours, on a senti que vous mettez l'accent beaucoup plus, vous insistez sur l'aspect scientifique et l'aspect technologie. Vous avez, dans votre passage comme commandant de l'école de PT, de l'école polytechnique de Thiès, eu à initier à mettre l'impulsion sur l'informatique avec notamment la création du centre de calcul ou bien le renforcement du centre de calcul. Donc, l'aspect informatique à vos yeux est très important dans la mesure où vous êtes même lancé dans l'aventure de créer une start-up avec des récipiendaires de l'école polytechnique de Thiès. Donc, la première du genre en Afrique de l'Ouest ou bien même en Afrique, autant, où l'informatique balbutiait. Donc, vous avez aussi parlé des partenariats, de ce que j'ai retenu, partenariats entre les écoles polytechniques ou bien les écoles d'enseignement supérieur avec les écoles étrangères. Donc, vous avez cité nommément le PT, avec son partenariat avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Je pense qu'on avait même eu un partenariat aussi avec l'école polytechnique de Montréal, autant. Donc, vous avez insisté sur l'équipement des écoles. Donc, moi, j'ai simplement résumé pour dire là où vous avez insisté. Donc, la pédagogie, l'andragogie, les partenariats utiles. Vous avez beaucoup insisté sur tout ce qui est sciences, techniques et informatique, sur les travaux pratiques. Bon, pour ne pas tirer en longueur, je m'en vais laisser aux autres le soin de poser des questions. Moi, j'en ai 3 ou 4. Donc, mais je leur laisse la primeur de poser leurs questions. Après, moi, je vais répondre là-dessus. Donc, ceux qui veulent poser des questions peuvent lever la main ou bien intervenir directement. Bon, s'il n'y a pas de volontaire, je vais plonger donc en premier. Donc, Général, oui, nous, on a beaucoup, de par ce qu'on voit, on voit que l'armée se distingue dans tous les domaines, surtout le génie militaire. On a notamment vu que côté réalisation technique, autant, c'était le génie militaire qui réalisait les grosses infrastructures, que ce soit les ponts, etc. De nos jours, maintenant, on confie l'affaire à des entreprises privées. Si on prend le cas des inondations, on a vu qu'autant, c'était le génie militaire qui prenait en charge et qui s'en occupait pas mal. Actuellement, on a commencé à externaliser le service, bien les travaux, et on a vu que ça n'a pas porté ses fruits. Et donc,
force est de reconnaître que le génie militaire, quand même, dans la manière dont il forme les militaires, est un cran au-dessus de l'enseignement général, comme on a l'habitude de le voir. Je ne sais pas maintenant, ma question c'est, quel est le secret du génie militaire? Comment est-ce que la formation est faite au niveau de l'armée pour qu'on en arrive à ce niveau-là? Cela d'autant plus que, si on prend l'exemple, moi j'ai pris les travaux, donc le génie civil, si on prend l'informatique proprement dit, tout le monde sait que l'informatique, l'intranet ou l'Internet est né de l'armée américaine. Donc, pour dire qu'il y a une certaine formation qui pousse les militaires à se dépasser. Quel est le secret donc du génie militaire quant aux méthodes de formation et à la pédagogie qui est appliquée? Merci Youssou. Avant de répondre à la question, vous avez évoqué je vais commencer d'abord pour le problème des inondations. Vous avez raison. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, oui. On vous reçoit 5 sur 5. Oui, comme disait le général Montgomery, avant toute réunion, la première question qu'il pose, c'est qu'ils sont là au fond. Est-ce que vous m'entendez? Ils disent oui, là, il commence la conférence. Vous avez raison, Youssou. Le génie militaire du temps de Senghor a été créé avant tout comme outil de développement, avant même d'être outil de défense. C'était l'option première du génie militaire. À l'instar des premiers pionniers qui ont construit l'État d'Israël. Le génie, sa vocation première était le développement du pays. Nous avons construit le capitaine Djoum, paix à son âme, brillant mathématicien, c'est le premier Saint-Syrien. Il a été affecté au génie. Il est mort brutalement juste avant de terminer ses études d'ingénieur à l'école supérieure du génie de Versailles. Il a construit la première grande route goudronnée au Sénégal par les militaires, au même titre que les entreprises locales ou françaises. Moi qui vous parle, j'ai commencé ma carrière à la 2e compagnie du génie de Saint-Louis, où, avec le général qui était à l'époque lieutenant, ancien comme moi, nous avons construit énormément de digues sur le fleuve Sénégal et des ponts d'irrigation. Au même titre qu'une grande entreprise française, la GTE, si vous voyez dans les archives, la GTE, Grands Travaux de l'Est, c'était l'une des plus grandes entreprises coloniales françaises qui opérait dans le monde entier. J'avais le même type d'ouvrage que le vieil ingénieur chevronné qui a roulé sa bosse partout en Afrique dans le monde. J'ai réalisé le même ouvrage que lui et dans les mêmes conditions. Peut-être même mieux, parce que moi, c'est en fonction du travail que j'allais être noté pour mon avancement dans l'armée. Ça, c'est un exemple. Les pistes cotonnières au Sénégal, qui étaient financées par le Fonds européen de développement. À l'époque, je n'étais pas sur le terrain en tant qu'exécutant, mais je gérais la caisse. C'est moi qui gérais le fonds du FED au niveau de la direction du génie au bureau route. Et c'est moi qui inspectais le travail du génie pour voir quand il faut débloquer les fonds, il faut payer les entreprises. C'était financé par le fonds, c'est même pas la France, c'est le Fonds européen de développement, le FED qui finançait ça. Le génie a toujours réalisé de grands travaux dans ce pays. Mais on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on a tout laissé tomber. Bon, il est vrai aussi quand même qu'il faut faire travailler les entreprises privées. Parce qu'elles participent à l'économie du pays et elles ont des dépenses, il faut les faire travailler. Mais il y a des conditions, par exemple, prenons le cas des inondations. Je vais encore chercher la photo. Moi, lieutenant, le carrefour qui est là, entre la gendarmerie et ma maison, qui va au CTO, tous les ans, la route est coupée à ce niveau. Et je suis venu tous les ans faire un pont belé. C'est un pont d'équipage, un pont qu'on démonte, on commande par pièce, pour que durant tout l'hivernage, disons de juillet à décembre, c'est par ce pont-là que passe tout le trafic qui desservait Grand-Yoff et la Padoie et la banlieue. Donc le génie, même la route de frontière, je vous donne un exemple, le canal de frontière, c'est l'armée qui devait réaliser les ouvrages.
on a obtenu, le Sénégal a obtenu un financement saoudien. On ne sait pas par quel miracle, on nous a dit que non, ce n'est plus vous qui faites les travaux, c'est nous qui ferons les travaux. Donc vous avez bien raison de le souligner. Le génie est avant tout un facteur de développement, ce qui n'explique pas notre puissance et notre capacité d'accompagner la défense est même un acteur primordial de la défense. Lors de la guerre, le soulèvement de Koukoy Samba Sagna en Gambie, hein, c'est le génie qui a permis le transport de troupes pour franchir le fleuve Gambie et aller sauver la Gambie, aller sauver le président Diabara, tout en participant au combat sur le terrain. Le génie, nous, on permet de franchir, c'est nous qui faisons franchir, nous participons au combat, nous soutenons les unités au combat et nous les mettons dans les conditions optimales pour accomplir leur mission sur le terrain, quelle que soit l'arme, quelles que soient les spécialités. Donc la question est bien posée. Et maintenant, parlant des inondations, bon, ça je crois que je vous le réserve. Moi, le 1er octobre 2012, j'ai été reçu par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Vous m'entendez bien? Allô? Allô? Oui, nous vous entendons. Vous entendez bien, hein? Oui, nous vous entendons. Voilà, donc j'ai été reçu par le Premier ministre de l'époque, Abdoul Mbaye, et par le canal, par le biais d'un de ses proches, qui me connaissait bien, qui m'a fréquenté, qui me connaît bien. Ben, j'ai été le voir, il me l'a présenté, il m'a dit, venez voir le Premier ministre, discuter avec lui. Mais en venant, donnez-nous quand même préparer quelque chose pour, quand même pour la réunion. Bon, un problème qui intéresse le Sénégal. J'ai dit oui, d'accord. Je sais que les inondations intéressent beaucoup le Sénégal. Parce que comme vous le disiez, quand il y a une inondation, c'est le génie militaire qui règle le problème, sans coup férir, sans bruit ni murmure. Je lui ai fait un papier sur les inondations. Je lui ai fait également un document sur la situation sécuritaire en zone sud. Le document-là a été transmis en haut lieu. Il est là devant moi. Je vous le présenterai un jour le document. Il est articulé après l'introduction, il est articulé en 4 parties. Il fallait créer une structure au niveau de la primature pour qu'elle non, il y avait deux divisions. Une division logistique qui est commandée par un élément de l'armée, notamment un officier du génie. Une division technique placée sous la direction des ingénieurs civils, assistée par des architectes, des topographes, des cartographes, des géographes, hydrauliciens et informaticiens de qualité. Une division administrative et financière placée sous l'autorité de... Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, on vous reçoit. Très bien. Une division administrative et finance placée sous l'autorité d'un fonctionnaire du ministère des Finances, assisté d'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, chargé des relations avec les collectivités locales et différentes administrations. Outre les fonctions comptables, cette division sera chargée de l'acquisition des matériels et équipements au profit de l'agence. Et tout le personnel était recruté à partir des fonctionnaires de l'État, qu'ils soient militaires ou civils. Et depuis lors, mais il n'y a pas eu de suite. Vous m'avez entendu? Allô? Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, mais il n'y a pas eu de suite. C'est resté sans suite. Le document-là, je le tiens à votre disposition. Je pense même que je vais vous l'envoyer par mail, Youssou. Je vais vous l'envoyer par mail. Hein? D'accord. Il a été je l'ai étudié le 1er octobre 2012, j'ai fait une étude sur le problème, parce que vous avez entendu parler du barrage de Khan, dans le nord. Vous étiez jeune à l'époque peut-être, mais vous en avez entendu parler, le barrage de Khan. Vous savez qu'à Saint-Louis,
pendant la saison sèche, à Saint-Louis, les gens ne buvaient plus que de l'eau saumâtre à cause du manque d'eau dans le fleuve. On a fait ce qu'on appelle le barrage de Khen, à Khen, un village dans le Wallo qui s'appelle Khen. Et quand on a fait le village, toutes les années qui ont suivi, l'eau douce était en permanence distribuée dans les foyers de Saint-Louis. Donc, c'est un dessalement, en fait. Non, même pas. Nous, on a coupé l'arrivée de l'eau salée pour ne permettre en fait, on a dévié, disons, je ne dirais pas le fleuve, le cours d'eau, mais on a fait une déviation dans un bras qui n'amenait plus à Saint-Louis que de l'eau, en fait, de la bonne eau, pas saumâtre. Et ça a été réalisé entièrement avec le génie. Il y avait dans le groupe un de vos anciens de l'EPT, j'oublie son nom là, c'est lui que le ministre de l'Équipement avait détaché à l'armée, hein, pour voir aussi, quand même il y a la participation du ministre de l'Équipement, c'est lui qui était venu pour voir l'avancement des travaux, rendre compte à son ministère, mais ça a été réalisé entièrement par le génie militaire. Le génie a ce genre de le génie est habitué à faire ces gros travaux. Maintenant, général, en fait, oui, vu déjà la compétence avérée du génie militaire, donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les méthodes, les techniques de formation qui ont été déployées pour permettre à ce qu'elles soient Oui, allez-y. Voilà. Bon, moi, je ne peux parler que de mon cursus et celui de mes camarades, par exemple. Nous avons fait Saint-Cyr. Après Saint-Cyr, c'est la formation générale. C'est comme quand on dit en France, le gars, il sort de Polytechnique, il est polytechnicien, il faut qu'il aille se spécialiser au pont, mine, etc., pour être ingénieur de mine, pour être ingénieur de pont, etc., C'est pareil, vous sortez de Saint-Cyr, vous allez vous spécialiser dans un corps de l'armée. Il y a les transmissions, il y a l'infanterie, il y a l'artillerie, il y a le génie, il y a l'intendance, etc. Et des rares sont les gens qui sortent de Saint-Cyr pour aller faire l'intendance, n'est-ce pas? Ils ont autre chose à faire. Et nous, à l'époque, l'armée, le général Diallo a demandé aux scientifiques, aux gars qui ont fait Saint-Cyr et qui sont des scientifiques, obligatoirement, on les a orientés vers le génie. On n'avait pas de choix. C'était obligatoire. Par exemple, moi, je vais faire l'artillerie. On m'a dit, tu ne feras pas d'artillerie, tu feras le génie. Parce que moi, avant de faire Saint-Cyr, j'avais fait l'école de trafic du temps colonial. Vous savez, du temps colonial, il y avait des écoles régionales qui étaient basées dans les différentes capitales de l'AOF. Et à Bamako, il y a ce qu'on appelle l'école de trafic de Bamako, qui formait des cadres Bac plus 1 en génie et des topographes et des spécialistes de chemin de fer. Il y avait également l'école vétérinaire qui se trouvait à Bamako, qui formait des vétérinaires pour le pays de l'AOF, etc. Donc, arrivé là-bas, nous déjà, moi j'étais scientifique au départ, hein, et arrivé à Saint-Cyr, je voulais faire l'artillerie, on m'a dit non. Hein, j'ai fait des cours de maths à Saint-Cyr, mais quand je voulais vivre à la nation, l'artillerie aussi est une arme scientifique. Hein. Dans l'artillerie, il y a même des polytechniciens qui ont choisi l'artillerie dans leur carrière, dans l'armée. Mais le général Diallo avait vu qu'il fallait développer le Sénégal. D'ailleurs, sur ordre de Senghor, Senghor lui a dit qu'il faut que l'armée participe au développement du pays. Et vous savez que Senghor, dans tous les discours du 4 avril, son discours est axé sur la jeunesse et le développement. Ça, tout le monde le sait. Il faut revoir les anciens discours de Senghor. C'est toujours le développement et la jeunesse. Senghor a dit que l'armée, il faut que l'armée prenne une part active au développement du pays. Et nous tous, on nous a orientés, tous les scientifiques, on les a orientés au génie. Maintenant, après le génie, après vous faites l'école d'application du génie. C'est la formation générale. Tu fais des ponts, tu fais des routes, tu fais également de l'instruction, n'est-ce pas? Et tout le monde le fait. Mais après l'application du génie, il y a l'école supérieure du génie à Versailles, où on oriente les gens pour les spécialiser dans le bâtiment, etc. Hein? C'est comme ça qu'on a formé les gens. Les gens du génie, en tout cas, que je sache, la plupart du temps, les gens sortaient des grandes écoles et avaient un cursus scientifique qui les menait. Par exemple, on a le colonel Marie Diop.
Marie Diop, il est jeune des points chaussés. Il est du génie. Il est du génie parce qu'après l'école de Versailles, tu peux faire ce qu'ils appellent le brevet technique. Le brevet technique ou l'école de guerre. Bon, il y en a qui font le brevet technique, n'est-ce pas? Et il y en a qui font l'école de guerre. Évidemment, quand vous faites l'école de guerre, vous pouvez aspirer à de très hauts commandements dans l'armée. Quand vous faites le brevet technique, vous serez un grand technicien, un grand ingénieur pour la technique et la science, mais l'avancement, quand même, c'est pas forcé que tu sois général. En principe, pour être général, il faut faire l'école de guerre. Parce que pour faire la guerre, il faut aller apprendre comment on fait la guerre. C'est à l'école de guerre qu'on apprend comment faire la guerre. Mais voilà en principe le cursus des gens. Nous, en tout cas au Sénégal, les gens nous en voulaient. On dit oui, vous êtes choyé par le général, et le général Diallo ne nous a jamais choyé. Au contraire, il a été très exigeant envers nous. Très exigeant. Nous, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est peut-être ça qui a fait que, bon, on a réussi en fait, quoi. Parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Il fallait toujours bien faire. Général, justement, je rebondis sur cette exigence-là. On voudrait que des futures élites militaires, dans la formation, comment ça se traduit, dans les cours et tout? Écoutez, d'abord, toutes les formations se valent en fait. Qu'on soit formé à Saint-Cyr, ailleurs. En fait, ce qui compte, c'est l'engouement pour son métier. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir l'amour du métier. Quand on aime ce qu'on fait, on se transforme soi-même. En fait, c'est pas l'homme qui fait le travail. En fait, disons, ce que j'appelle, je dis aux gens, c'est pas l'individu qui fait le poste. Non. Plutôt, c'est pas le poste qui fait l'individu. C'est l'individu qui fait le poste. Nous, on a vu dans l'armée, il y avait un bureau, on affectait que des sous-officiers vraiment dont les gens ne voulaient pas. On a affecté quelqu'un qui voulait. Ce service-là, une petite état-major, il en a fait un service national, à l'échelon national. Et jusqu'à présent, c'est un service très important au niveau national, alors que c'était un simple petit bureau à l'état-major. Donc, à mon avis, dans une carrière, dans une vie aussi, il y a la volonté de l'individu. C'est mon point de vue. Il faut en vouloir. Pour arriver, il faut être ambitieux et en vouloir, et surtout bien faire son travail. Ne compter que sur son travail. C'est bien noté. Il y a une question, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Khady Ndiaye, allez-y. Alors, Khady Ndiaye, elle c'est ma fille. Elle était mon élève et c'est ma fille en plus. Khady, je suis content de t'entendre. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, général. Merci, Khady. Merci, Khady. Alors, je pense que c'est son nouveau divin, Youssou. Je pense qu'elle parle de Khady Ndiaye, Madame Dia. Oui, il parle de Khady Ndiaye, de l'AGETIP, oui. je pense. Oui, de l'AGETIP, oui. Mais je suis son nouveau divin et cadette de l'école polytechnique. Ah, d'accord. Ah, mais c'est la même chose. Voilà, mais bon, je la connais personnellement, je la connais très bien et voilà. Elle est dynamique et j'ai les mêmes sentiments pour vous toutes. Oui, effectivement. Et vous savez, une petite anecdote à l'école. Youssou, oui. Vous m'entendez? Youssou, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Vous savez, à l'école, à l'époque, à l'EPT, les jeunes filles avaient des casquettes militaires. Des vilaines casquettes militaires. Oui. Et des souliers, comme les garçons. Ah bon? Oui, demandez à Khady Ndiaye. Je suis venu. Oui. En fait, nous, on est plutôt tombés après le régime militaire. Mais j'ai changé j'ai commandé à Paris des casquettes comme les hôtesses de l'air. Les mêmes casquettes que les hôtesses de l'air d'Air France. Oui. Et les chaussures. Oui, mais demandez, il faut voir les anciennes photos. Et oui. Les jeunes filles avaient des escarpins. Oui, en fait. Et pour le défilé, c'était des belles chaussures
avec, disons, un talent un peu bas. Oui, on a vu les Oui. photos à l'école, Ah hein, il y a oui, ah oui, oui, Valérie oui, qui est oui, oui, là-bas. oui, oui, Et les photos des anciennes promotions, on voit oui, vraiment oui. qu'ils avaient de belles tenues. Et même certaines tenues sont Et c'est pas tout pour rendre jaloux les garçons. Tous les mois, je leur donnais un pécule pour aller chez le coiffeur. Ah oui, on a eu Ah oui, l'information oui. aussi. Oui, 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 oui. On transforme, disons que les gens, il faut quand même parler aux jeunes. Tous les Ouais, mois, je leur donnais chacune de l'argent pour ouais, aller chez la coiffeuse. Tous les mois. Tous les mois. oui, Alors que ouais, effectivement, c'était pas prévu dans le budget. effectivement, ouais, Comme, effectivement, commander, c'est oser. Il faut oser, c'est tout. ouais, Je voulais que effectivement, que les jeunes filles de l'école, quand même, aient une belle stature, vraiment qu'elles soient coquettes, tout en étant de grosses têtes, hein, et en étant de bons militaires. Voilà, j'écoute merci. maintenant votre question. Voilà, donc en fait, ma question, elle est un peu inspirée d'une de vos réponses, hein, que vous avez bien voulu donner à Youssoufa. Oui, En fait, j'ai entendu dans votre discours dire que, en fait, votre travail, le travail que vous fournissez donc à l'école du génie, le travail que vous fournissez, donc avait un impact sur votre, oui. disons, vous étiez noté en conséquence et avait un impact sur votre avancement. Alors, en fait, ça a un peu inspiré, Ah, ça m'a inspiré une question, à savoir un peu donc oui. l'application de ce système-là à tous les systèmes actuellement au niveau du Sénégal, donc hors armée sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée sénégalaise aujourd'hui, comme on l'entend, hein, c'est discipline, c'est rigueur, c'est atteindre des objectifs. Alors, chaque fois, on se demande qu'est-ce que, en fait, le corps militaire a de plus par rapport aux autres pouvoirs. En tout cas, quel est le surplus que vous avez pour pouvoir un peu donc, inspirer, en tout cas, cette rigueur, cette discipline et aussi l'atteinte des objectifs qui est aussi tout aussi important pour le développement d'un pays. Alors, je me posais la question à savoir, on sait qu'on ne peut pas, disons, transformer toutes les écoles civiles en militaires, Militaire. mais au moins appliquer ce système-là, disons, ce système disons, de motivation à travers donc la formation du corps professoral, hein, disons, faire appliquer ce système-là pour pousser, en tout cas, les formateurs hein, à tous les niveaux, que ce soit les écoles primaires, secondaires, même à l'université, de pouvoir un peu les pousser disons, à travailler donc dans ce sens pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pouvoir avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, j'ai un peu grandi aussi dans une famille militaire parce que mon papa est militaire et Ah, très jeune déjà, je le voyais passer des nuits blanches hein, pour pouvoir oui, donc oui, oui. passer ses examens et pouvoir avancer. Voilà, disons, pour pouvoir atteindre des grades au niveau de l'armée, il faut travailler, il faut prouver. Et peut-être c'est ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre système, disons, sur tous les plans au niveau civil. Dès qu'on atteint, par exemple, un poste, notre avancement n'est pas sujet, disons, à une évaluation, en quelque sorte. C'est par rapport à l'ancienneté, etc. Mais ce n'est pas par rapport à un travail qu'on fournit, ni à des examens qu'on doit passer pour aller à un grade supérieur. Voilà, c'est un peu donc ce système à mon avis, hein, je pense que c'est ce système de motivation-là qui manque un peu. C'est vrai qu'il y a le respect du commandement, certes, au niveau de l'armée, qui n'est pas la même chose au niveau, disons, dans la partie civile, mais également la discipline, la rigueur. Mais si on y apporte un peu plus de motivation en appliquant le même système, c'est-à-dire disons, de faire le système tel que pour avancer, il faut produire, il faut faire un travail, il faut prouver que, pas par rapport à l'ancienneté, mais par rapport aux résultats que l'on fournit, pouvoir avancer et accéder donc à de meilleurs postes qui aura un impact également sur la rémunération et également bon, sur d'autres aspects hein, de la vie, à mon avis. Voilà, c'était juste une question de contribution en quelque sorte. Bon, voilà, merci beaucoup. Mais merci Khadi. Je crois que vous avez posé une question importante. Vous savez, dans la vie, tout doit être basé sur le mérite.
Et vous avez entendu parler du grand philosophe chinois Confucius. Vous avez entendu parler de El Hadji Omar Foutiyou Tall, grand guerrier, grand homme d'État, grand Sénégalais. Tout le principe de leur commandement dans leur vie était basé sur le mérite. Le mérite, le mérite. Confucius ne considérait que le mérite dans tous les domaines de la vie. La place au plus méritant. Qui dit méritant, dit travail fourni, résultat obtenu et bonne conduite dans le service. Et l'âge mortal, il y a des esclaves de case. Vous savez, à l'époque, le système d'esclavage était très en vogue et en vigueur dans la société traditionnelle africaine. Il y a des esclaves de case. Je vais vous en citer un. Django Diarra, il s'appelait. Il était devenu général d'armée de Cheikh Oumar Foutiyou au même titre que ses neveux et ses enfants. Omar s'est basé sur quoi? Sur le mérite. Maintenant, tout dépend de la société dans laquelle on vit. Moi, je vous donne mon exemple. Je n'ai jamais bénéficié d'aucun coup de pouce dans ma vie. Jamais, 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 jamais. Vraiment, sans modestie, je vous dis que j'ai toujours basé mon principe sur un dicton. Pour moi, ma devise, c'était bien faire ou ne rien faire. Jusqu'à là, toujours bien faire ou ne rien faire. Quand je passe quelque part, qui est passé la sec, c'est pas la peine. Vous pouvez partir, vous pouvez continuer. Et je n'ai jamais dévié d'un iota. Ce n'est pas que je cherche l'excellence sur mes camarades. Je n'étais pas meilleur qu'eux, certainement. Mais j'étais consciencieux dans mon travail et je n'attendais de récompense de personne. J'étais heureux, j'étais fier qu'on dise que c'est glace, c'est un gars compétent. Ça me suffisait comme récompense. Et vous savez, je vous dis, c'est la sagesse. L'effort n'est jamais perdu. L'effort est payé par Dieu. C'est Dieu qui paye les efforts. Il y a des gens qui magouillent. C'est la règle maintenant. C'est la règle absolue. C'est la règle totale. Ça ne mène à rien. N'est-ce pas? Bien mal acquis ne profite pas. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit fixer des repères à chacun. On doit avoir des perspectives de carrière. Même si on est civil, dans le civil, vous êtes ingénieur de premier échelon, deuxième échelon, vous assurez à tel commandement, à telle situation. Et tout ça, ça doit être programmé. Ça doit être programmé et suivi. Et suivi. Mais ce qui fait la différence, c'est que je ne sais pas comment on forme les gens ailleurs que moi dans l'armée que je connais. Mais moi, par exemple, quand je suis entré à l'école de guerre aux États-Unis, pour 9 mois de cours, vous savez, les Américains, quand les gens font 2 ans, ils vous font ça en 8 mois. La même formation en 8 mois, vous êtes mieux formé que les gens qui ont fait 2 ans ou 3 ans. Ils ont des principes pédagogiques performants. Également, il y a ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, la règle de conduite, pour que chacun reste dans un cadre précis. On ne doit pas dépasser ni à gauche ni à droite. Parce que c'est comme les chevaliers de l'époque, c'est comme les seigneurs de l'époque. C'est un serment de seigneur, l'éthique. C'est ça l'éthique. Je ne vois pas. Ma conscience me voit, Dieu me voit. C'est l'éthique. On a passé 3 mois à étudier ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Ce qui n'est pas bon pour la société, ce qui n'est pas bon pour la corporation que je présente, ce qui n'est pas bon pour autrui. On évite de le faire, même si on connaît, d'être dans l'armée, d'être officier. Est-ce que ces règles existent jusqu'à présent? Je ne dis pas non. En tout cas, nous, voilà, on nous a éduqués. Voilà comment on nous a éduqués. Toujours bien faire et ne compter que sur son effort et sa compétence. Mais n'a pas de faire mon boulot. Comme ça, je serai fier et grand devant mes camarades. Et le jour où tu vas avancer, il y en a qui sont jaloux, mais ils n'oseront pas se manifester.
Mais il y a un règlement, il y a un statut qui définit le cursus de chaque personne dans un domaine déterminé et ses perspectives de carrière. Ça, il faut qu'on l'observe. Il faut qu'on l'observe. Sinon, c'est du n'importe quoi finalement. Ce n'est que des partis pris qu'il faut éviter. Mais quelle que soit la situation, excellez, je vous donne un conseil, excellez dans ce que vous faites. Excellez dans ce que vous faites. Vous allez appeler l'admiration de vos camarades, de vos proches et de vos parents. Un tel, mais c'est un très bon médecin. Il est excellent, mais il est compétent. Il est compétent. Un tel, c'est un grand ingénieur, mais il est bien, il est compétent, il est sérieux, il est tout le temps présent. Et vous savez, la ponctualité aussi importe dans le service. Finalement, dans un service, vous pouvez imposer par votre qualité. Je vous donne un exemple. On était à l'état-major. J'étais chef de la logistique à l'état-major. Avant d'être général, j'étais chef de la logistique des armées. Moi, je n'ai pas l'habitude de sortir. C'est peut-être un défaut, une qualité. Mais toujours que chaque fois qu'il y avait un problème sérieux, paix à son âme, quand le sous-SEM appelait, aucun officier n'était à la maison. Sec. Oui, mon général, oui, Samarak, c'est bien, oui, voilà, il y a tel problème. C'est sérieux, hein. Je règle le problème, je lui rencontre. Mais finalement, j'étais devenu incontournable. S'il y a un problème, il m'appelle. Il me donne rien sur le coup. Mais il tiendra compte quand même de ma ponctualité, de mon sacrifice et de service que je rends au service même, à l'armée et à la nation. À mon avis, chacun peut se tailler, n'est-ce pas, son chemin. Chacun peut se frayer son chemin, n'est-ce pas, dans ce milieu pour faire sa carrière. Il faut être sérieux dans son boulot. Il faut toujours se cultiver, se former, se renseigner, n'est-ce pas, se cultiver, n'est-ce pas, se remettre en question à jour pour être tout le temps compétent, sérieux et compétent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous m'entendez? Allô? Elle a fermé son micro, mais seulement elle vous entend. Nous, de notre côté, on vous entend bien. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions en général? Oui, une question par rapport au service militaire. Que pense-t-il du service militaire? En tout cas, ce que je sais, je vous donne un exemple toujours. Quand j'étais à l'école de travail public, on avait un professeur de rapport technique. Vous savez, nous, on a fait 2 ans à Bamako et il y a eu l'éclatement du Mali en 1960. Alors, le Sénégal était obligé d'ouvrir l'école de travail public ici à Dakar. Il y a des professeurs, à Bamako, les enseignants étaient tous des ingénieurs français. Des points chaussés, des TP et tout. Ils sont tous venus à Dakar. Parce que Dakar, c'était plus paisible pour eux. Ils se sentaient mieux à Dakar que là-bas. Bon, je sais pas. Et donc, on a eu comme professeur de rapport technique, M. Beignet, ingénieur, qui était directeur du port à l'époque. M. Beignet nous disait, dans son service, les seuls agents qui savent commander et obéir et faire avancer le service, ce sont les gens qui ont fait l'armée. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Mais en tout cas, la formation militaire a un avantage. D'abord, quand on est militaire à ce niveau, quel que soit le niveau, ce qu'on vous inculque, c'est le sens du commun. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes dans une entité. Il y a d'abord cette impression qu'on te donne, et même cette réalité. On te dit que tu n'es plus seul, tu es dans une entité. Quand on est dans une entité, on peut être égoïste, on peut être cancre. Pour marcher au rythme du groupe, il faut obéir aux règles qui régissent la vie du groupe. Donc, il faut être utile à chacun, il faut être serviable envers les gens, il faut savoir aider et il faut savoir être présent quand il le faut, pour l'intérêt général. Quand on est dans un groupe, on ne voit que l'intérêt du groupe.
Et ensuite, le sens du sacrifice. Quand vous êtes militaire, il n'y a pas de... le matelas là où je me couche n'est pas bon, et l'eau là n'est pas bonne, elle est peut-être sale. Non, non, non. Le militaire, c'est le sacrifice. Hein. Et quand on est habitué à ce genre de vie, on peut s'adapter à toutes les situations. Toutes les situations. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est de savoir interagir avec les gens, commander les gens, sans donner l'impression qu'on domine les gens. En fait, le commandement, un commandement intelligent se réduit à une parfaite collaboration entre le chef et ses subordonnés. Moi, je vous donne un exemple. Ce que j'ai cherché et obtenu à l'EPT. Je l'ai cherché. Les élèves venaient chez moi à n'importe quelle heure. Ils viennent et disent, mon colonel, nous, on ne vient pas revendiquer. On veut ceci. Est-ce que c'est possible? Je dis, oui, on vous le donne. Le trésorier vient me voir. Oui, mon colonel, on n'a pas le droit. Ils n'ont pas le... Je dis, je m'en fous, donne-leur ce qu'ils veulent. Je n'ai pas mis dans ma poche, tu n'as pas mis dans ta poche. On a donné aux élèves, c'était leur argent. Donnez-leur. Mais je me suis attiré, je ne dis pas l'amitié, mais disons que la confiance de tous mes élèves, à tous les niveaux, filles comme garçons, étrangers comme sénégalais, c'était une symbiose. Là aussi, c'est une qualité. Pourquoi j'ai eu cette qualité? Parce que dans l'armée, j'ai accommodé à des jeunes dans des conditions difficiles. Sur le terrain, ça peut être au combat, ça peut être en zone d'insécurité, on se soude, on se serre les coudes, on est ensemble. Donc, c'est cette vie en communauté, n'est-ce pas, ce partage, peut-être, qui fait que nous, les militaires, partout où l'on va, on s'adapte à tout et à tout le monde. C'est pour cela que, quand on a créé l'EPT, les autorités de l'époque, les Senghor voulaient en faire carrément un prytanée militaire qui formait les gens pour le grand cycle militaire. C'est après qu'on en a fait une école d'ingénieurs étendue aux Sénégalais et à tous les pays africains et que le Canada a bien voulu financer. C'est pour ça aussi que l'EPT est resté avec sa tenue militaire, son encadrement militaire et donc avec les qualités qu'on connaît. J'ai répondu à votre question? Allô, allô? Oui, effectivement, cette question a été très bien débattue. Je voudrais peut-être poser une autre question, si on me le permet. Non, allez-y, je suis là pour vous. Voilà, c'était par rapport effectivement à la généralisation du service militaire. Parce que moi, mon avis, c'est que, bon, comme le savent toutes les personnes qui sont autour de cette table, le service militaire sert à la personne. Hein, par rapport aux civils, il y a un plus que ça apporte. Et que, est-ce que il n'est pas peut-être, disons, temps, ou bien il ne serait pas question de le ramener? Peut-être que les conditions seront peut-être à débattre, ou bien à revoir, ou bien peut-être il y a peut-être un certain nombre de principes à mettre en place. Mais je pense que par rapport à la jeunesse qui aura à travailler, aura à aller vers le milieu professionnel, et même au niveau des écoles, la discipline qui est donnée par le service militaire serait incontournable à un certain moment où, effectivement, on a besoin d'un Sénégal qui est là pour devoir avancer, rattraper les autres pays. Je pense que cette discipline-là ne pourrait être donnée que dans le service militaire. Selon vous, dans quel contexte pourrait-on le ramener et dans quelles conditions? Mais merci. Non seulement on peut le faire, mais c'est souhaitable qu'on le fasse. Il est vrai qu'il y a la circonscription qui est basée sur le volontariat. On vient dans l'armée par volontariat. Et il y a 10 000 fois plus de volontaires que de postes disponibles. Ça veut dire que la jeunesse sénégalaise a l'engouement du service militaire. Parce que dans l'armée, vous êtes dans l'armée, sans métier, vous en sortez avec un métier. Vous en sortez avec un métier. Si vous allez au génie, au centre d'instruction de Bargny, je ne sais pas maintenant si les fonctionnels, mais on formait dans presque toutes les catégories professionnelles qu'on peut imaginer et disponibles au Sénégal. Il y avait, avec une formation diplômante, on formait des électriciens, pour l'armée, des menuisiers, des maçons, des charpentiers. Tous ces métiers étaient enseignés
pas pour les gars du génie seulement, mais pour tous les gars de l'armée qui venaient là-bas à Bargny apprendre ces métiers pour pouvoir s'occuper de leur casernement, le cantonnement. Quand le cantonnement tombe à panne, ce sont eux qui le réparent. Et quand ils sortent maintenant de l'armée, ils ont un métier. Ils ont un métier. Par exemple, il y a des gens de transmission. Quand ils ont quitté l'armée, ils ont été employés par les PTT, par la Sonatel, directement, même au plus bas échelon. Quand il faut faire les câblages, les câblages là, le long de la route, là, les fils et tout, etc. Mais quand les ingénieurs conçoivent, maintenant pour la mise en œuvre sur le terrain, il y a des gens qui ont trouvé leur place. Alors, moi, ils pouvaient continuer leurs études et après maintenant venir faire leur service militaire. Mais en plus de ça, maintenant, sur le plan civique, sur le plan civique, on ne peut pas l'imposer, évidemment, mais encourager tous les jeunes des lycées et collèges dans toutes les villes de garnison ou les localités, les samedis ou dimanches, faire la préparation militaire. On leur apprend un peu ce que c'est que la discipline, hein, où on peut marcher ou pas pour quand même donner un peu de rang militaire à la chose, mais on peut les aider parce que la formation militaire aussi est avant tout civique. Elle est avant tout civique. Et les gens, avec ça, on peut quand même former de bons citoyens, des gens disciplinés, qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font, et qui savent où ils vont, dans l'intérêt global et général de leur pays. Moi, je crois que c'est une très bonne étude. C'est une bonne étude. Enfin, disons, c'est une bonne suggestion. Hein, on devrait pouvoir, mais les étudiants, hein, les jeunes étudiants au lycée, au collège, hein, les gens qui le veulent, le samedi, ils vont. Ça dure une après-midi. Tous les week-ends, c'est une après-midi. Hein. Vous faites l'instruction militaire, vous faites également du sport, hein, on parle de l'armée, vous faites des sorties, on vous apprend la topographie, sur comment vous orienter sur le terrain, etc., etc., etc. Le génie, on vous apprend comment naviguer, hein, comment se déplacer en mer, etc. L'aviation peut-être également pour avoir des programmes, ou pourquoi ne pas vous faire initiation au vol, baptême de l'air, etc. Vous familiarisez un peu avec l'armée, parce qu'en cas de guerre, vous êtes mobilisé sans savoir être préparé à la guerre. C'est ça la mobilisation. Vous êtes en âge d'aller dans l'armée, on vous met dans l'armée. Vous allez avoir une formation rapide pour pouvoir tout de suite prendre un fusil et tirer. Mais ça, disons, c'est pas pareil que 2 ans de formation militaire. Et la préparation militaire également, vous tirez avec les armes. Vous allez au champ de tir, vous tirez avec une arme sur une sulette, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est qu'un fusil, un pistolet automatique, un pistolet mitrailleur. Vous avez connaissance de l'armée et des armes, c'est une bonne chose. À mon avis, c'est une excellente initiative. Mais il faut passer par le biais de la préparation militaire. C'est classique. Dans tous les pays du monde, en tout cas dans le système qu'on a connu, la préparation militaire était connue par tous les étudiants, par tous les élèves. Moi, j'ai fait la préparation militaire quand je faisais mes études. J'ai fait la préparation militaire. Et j'ai même mon brevet de préparation militaire avant même d'aller dans l'armée. Comme par hasard. J'ai répondu à votre question? Birahim, est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. C'est très clair et exhaustif. Et merci, mon général. Merci, Birahim. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Tous les micros sont fermés. Si vous voulez poser une question, vous pouvez directement la poser. Bon, moi, ce que je retiens principalement du dernier discours du général, c'était la notion de corps. Parce que vous avez parlé du fait que lorsque vous êtes dans l'armée, vous n'êtes plus individuel, vous n'êtes plus seul, vous appartenez à un corps. J'ai aussi vu la notion d'intérêt du groupe
en avant par rapport aux intérêts plutôt personnels. Donc, l'individualisme est un peu tué au niveau de l'armée. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est l'intérêt pour le groupe, l'intérêt pour la nation qui prime d'abord. La bonne idée aussi que j'ai pu retenir, c'est l'instruction militaire. Je pense que Birahim m'avait posé la question par rapport au service militaire pour le rendre obligatoire. Je pense que c'est un vieux débat au Sénégal. Lorsqu'on a 18 ans ou bien 17 ans, on puisse faire le service militaire. Je pense que ça peut aider. Tout à l'heure, lorsque vous citiez un peu les activités durant une telle instruction, même si ça doit durer un après-midi, moi, je pense que c'est intéressant, le secourisme, tout ce qui est comment s'orienter, etc. Ça fait défaut. Dans l'enseignement général, on ne nous apprend pas comment faire tout cela. Peut-être que c'est un peu repris dans le scoutisme et chez les, comment on l'appelle, les louveteaux et autres. Au niveau de la Croix-Rouge aussi, ils reprennent un peu, je pense, de ces instructions militaires-là. Mais à mon sens, c'est insuffisant. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus pour véritablement booster cette notion de patriotisme. Parce que ce qu'on a dans l'armée, c'est d'abord le patriotisme qui me fait défaut actuellement dans les services publics comme dans les services privés. Quelle est votre suggestion, votre avis? Qu'est-ce qui pourrait booster les populations à être plus patriotes, plus civiques? Vous savez, Youssou, le Sénégalais aime l'armée. Le Sénégalais aime son armée. Parce que l'armée du Sénégal, d'abord, comme je le disais au départ, pour Senghor, c'est une armée de développement. Et quand un développement économique et social. Ne serait-ce que la médecine militaire. Dans toutes les villes de garnison du Sénégal, le médecin militaire consulte plus de civils que de militaires. Tous les gens malades vont au camp militaire, ils sont reçus et soignés au même titre que les militaires, dans les mêmes conditions d'hygiène et de sécurité. Donc c'est facile pour le Sénégalais de se rapprocher de son armée parce que l'armée est proche du peuple. L'armée est proche du Sénégalais. On peut même, n'est-ce pas? C'est bon la Croix-Rouge pour la formation de secouristes. Ils peuvent inviter des militaires, des médecins militaires, on en a partout. L'armée regorge de compétences. On a tellement de professeurs militaires. Si vous allez faire le décompte dans l'année des professeurs là, qui admis à l'agrégation, mais il y a tellement de militaires. Ces gens-là, on peut leur demander, outre leur fonction, ils sont évidemment également détachés dans les services de l'État, autre que l'armée, mais ils peuvent également, la Croix-Rouge peut se rapprocher, par exemple, des médecins militaires hein, pour accompagner leur formation en secourisme, etc., etc. Ça fera une meilleure coopération parce qu'on ne le souhaite pas. Mais en cas de guerre, tous les services de santé doivent se regrouper pour le même objectif, soigner, soigner, soigner. Si déjà ces différentes entités avaient l'habitude de coopérer et de travailler ensemble avant l'événement, ça ne pourra que faciliter la chose. Je crois que c'est une bonne idée. Et c'est facile à faire. Il suffit d'en faire la demande à l'armée. L'armée dira toujours oui. Pour tout ce qui intéresse le pays, la vie du pays, la vie du citoyen, l'armée est là pour ça. Merci, Général. Maintenant, mon autre question, c'est par rapport au futur au devenir de notre pays. Il est beaucoup question de pétrole, de gaz. Et j'avais posé la question au professeur Marito. C'était par rapport au métier du pétrole et du gaz. Est-ce qu'il y a un embryon de formation, bien d'enseignement dédié à cette branche particulière-là dans l'armée, sur laquelle on pourra s'inspirer pour déployer à grande échelle dans les écoles publiques, privées? À ma connaissance, non. Sincèrement, à ma connaissance, non. Je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler. Mais comme je disais tout à l'heure, j'avais dit dans mon texte là que les universités, enfin l'université est à l'économie ce que l'armée est à la défense. Et dans les pays développés, c'est en fonction
des ressources disponibles ou des perspectives d'avenir, qu'on crée des masters spécialisés. Pourquoi ne pas créer un master pétrole au Sénégal? Oui. On me dirait qu'il y a une école de pétrole. En France, il y a une école de pétrole. Mais nous, ici au Sénégal, en perspective, on a des richesses pétrolières. Pourquoi ne pas créer à l'université un master pétrole? C'est moins coûteux que de créer une école d'ingénieur en pétrole. Après le master, envoyer les gens en stage dans les usines des pays développés où il y a une industrie pétrolière, par exemple. Ou bien carrément créer. Ici, je ne sais pas, au Sénégal, je crois qu'il n'y a rien qui s'occupe de pétrole au Sénégal, en tout cas pas dans l'armée. Dans le civil, je ne sais pas, sincèrement. Il y a l'Institut national du pétrole, je pense, supérieur du pétrole, INSP, si je ne m'abuse, qui a été créé. Bon, il y a quelques masters qui ont été créés un peu partout. Oui, voilà, sur le pétrole, le gaz, mais est-ce qu'ils ont la logistique, la didactique nécessaire pour créer une formation solide et sérieuse? C'est ça le problème. Non, ça, par exemple, aussi, bon, tout dépend, à mon avis, tout dépend, à mon avis, tout dépend de la décision que les gens peuvent prendre. S'ils veulent, bon, pour ceux qui ont conscience que l'armée quand même est utile dans ce pays, et que l'armée du Sénégal est une armée proche des populations. L'armée du Sénégal, disons, c'est un microcosme du pays. Dans l'armée du Sénégal, il y a tout le Sénégal qui se retrouve, avec ses habitudes, ses compétences, ses visions, tout et tout. Ce qui n'empêche pas maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ces cadres, par exemple, qui sont dans le pétrole, on peut les regrouper, hein, et les samedis et dimanches, hein, leur faire une formation militaire. L'armée, c'est uniquement un problème d'organisation et de méthode. Ça, c'est notre quotidien. Organisation et méthode, c'est le quotidien du militaire. C'est le quotidien du militaire. Mais qui dit organisation et méthode, dit succès. On ne peut pas ne pas réussir si on est organisé, hein, vraiment. Hein, si on est organisé, on ne peut pas ne pas réussir. Et surtout maintenant, quand on a un certain dévouement pour son métier, mais les gens gagneraient à aller. Il ne suffit pas d'inviter des généraux, faire des conférences dans les écoles. Hein, non, non. Le gars viendra, il prendra ses bouquins, il va nous baratiner. Il faut envoyer les gens dans l'armée. Par exemple, on dit telle promotion de telle école pendant les vacances, ils vont aller faire un séjour de vacances à l'ENOA, à l'École nationale des officiers. Ils vont être hébergés là-bas pendant un mois. Et l'EPT, tiens, l'EPT, vous l'EPT, vos anciens de l'EPT, vous savez ce qu'ils faisaient? Toutes les promotions qui sortaient de l'EPT, ils allaient pour un mois dans l'armée. Toute la promotion. Faire un séjour dans l'armée pendant un mois. Et moi, j'ai reçu à l'ENSOA, les gains là, j'ai reçu une trentaine d'élèves de l'EPT à l'ENSOA pendant un mois. Ils ont suivi les cours, les marches et tout et tout. Mais quand ils sont sortis, c'était comme des élèves sous-officiers, plus le grade d'ingénieur, prêts à tout organiser, prêts à partir. Hein? Ça, par exemple, ce que vous dites, vous avez bien fait de poser la question, Youssou. Avant l'EPT, moi j'étais à l'ENSOA. La dernière promotion EPT qui a fait le stage de vacances à l'ENSOA, c'était avec moi. Pendant un mois, ils ont suivi l'instruction militaire, la formation militaire. Ils ont participé, même avec les élèves sous-officiers, à des manœuvres. Ils ont vécu ensemble, n'est-ce pas? Ils ont vécu ensemble. Et quand ils sortaient, c'était presque des sous-officiers complets qui sortaient. Plus maintenant le diplôme d'ingénieur. Donc, communiquer, commander, restituer, tout ce qui est relations sociales, mais c'est des gens qui étaient déjà rompus à ces activités, à ces techniques.
Et ça, vous avez bien fait de poser la question. C'est possible et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'armée d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le PT seulement. Hein. Hein. Toutes ces écoles de formation, par exemple l'école de santé, ils vont en stage de vacances dans les camps militaires. Mais ils vont surtout dans le cadre de leur métier, ils vont aider les médecins militaires et les personnels de santé qui sont sur place pendant 3 mois d'hivernage, et soigner les gens, les ambulances, etc., s'occuper d'activités, etc., médicales, dans le cadre de l'armée, de service. Ça les prépare à le futur métier de médecin militaire. Ok, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que tes gars là, c'est le samedi. Ou bien ils ont peur de me poser les questions, ou bien c'est le samedi. Non, je ne pense pas qu'ils aient peur. Peut-être c'est le samedi. Certains peut-être sont allés prier. Donc, ça se comprend. C'est l'heure de la prière. Hein. Moi, je n'ai pas encore prié, je sais. Je crois que Dieu ne m'en voudra pas. Inch'Allah. Wow. Moi, dernière puis, question. Oui. Non, allez-y. J'ai tout le temps. Parce que je sais comment je paye mes prières. Ce que je fais est œuvre utile. Donc, je ne me punirai pas pour ça, au contraire. Alhamdulillah. Pour moi, j'aimerais poser la question des modèles d'école, parce que c'est vrai que l'EPT est un cas à part. C'est une école qui, au tout début, était sous commandement militaire. Mais quand on parle de l'école de manière générale, on a parlé tantôt du service militaire. Mais quels sont les bons modèles, à votre avis, qui pourraient permettre à ce que les formations de pointe, l'ingénierie, la technique soient bien gérées au niveau du Sénégal? Quelles sont votre propositions, en tout cas, de modèles d'école par rapport à des situations particulières et par rapport à des ressources particulières? Par exemple, on a le pétrole, le gaz. À la base, je pense que l'école polytechnique avait été créée parce qu'il y avait des minerais qui étaient, je pense qu'on avait détecté au niveau de Thiès, si je ne m'abuse. C'était même avec des Iraniens qu'on devait le faire. Quand on a fait l'interview avec Mary Teuw Niane, qui est ancien ministre, il a parlé maintenant d'une orientation stratégique, c'est-à-dire que l'éducation, l'enseignement maintenant dépend des ressources de la zone. Quand on est à Bambey, où l'agriculture prédomine, ils ont mis des gens d'ISEP pour accompagner les richesses, l'exploitation en tout cas des richesses du terroir. Quel est votre modèle d'école par rapport à des ressources stratégiques, à mon sens, du pays? Le pétrole, le gaz, pour moi, c'est une ressource stratégique. Quel est le type d'école qu'on doit mettre en place pour ces genres de ressources-là? Oui, parce que moi, comme je vois la chose, c'est vrai, il y a des universités en fait, à vocation agricole, pastorale, etc. Mais il faut voir la marche du monde. On a beau nous spécialiser, si actuellement, le monde est un. Le monde est un. Aujourd'hui, on est à Dakar, on parle à Dakar. C'est la même chose que si on était aux États-Unis. Le monde est un maintenant. Le monde est un. Il n'y a pas de spécificité. Tout ce qu'on doit faire doit tenir compte des rapports à autrui. Des rapports à autrui. Si nous, on fait notre agriculture à nous, nous ne sommes pas là seulement pour produire et consommer. Il faut que nous puissions écouler nos produits. Si on ne cultive pas nos légumes selon les mêmes normes bio que les pays que ça peut être pour l'exportation, vous savez, au Sénégal, on exporte nos produits agricoles en Europe. Les haricots verts, ça va en France, ça va en Italie, ça va partout. Il y a les melons là, les pastèques qu'on cultive là, ici, là, au Sénégal, mais tout est commercialisé en Europe. Donc, si on fait quelque chose, on ne peut pas se cantonner seulement.
il faut avoir une vue large. Tout se fait maintenant à l'échelle planétaire. Donc, il faut créer des écoles qui soient ouvertes sur le monde, sur le monde, sur le monde, sur le monde. Et avant même de créer une école, voyager dans plusieurs pays du monde, soit du monde en développement, soit du monde développé, faire une synthèse et créer telle ou telle école dans tel ou tel objectif. Parce que tout ce qu'on crée au Sénégal intéresse les pays de la sous-région, intéresse l'Europe et les États-Unis. Moi, je connais des gens dont la spécialité était de vendre des mangues aux États-Unis d'Amérique. Les quintes là, les mangues, les grosses mangues de Casamance là. Leur boulot, c'était des conteneurs de quintes qu'ils écoulaient aux États-Unis. Il faut, avant de leur vendre aux États-Unis, il faut voir leur goût, leur vision des choses et travailler en conséquence. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus être limité à son environnement immédiat. Il faut voir large, il faut voir loin. Mais les écoles qu'on doit créer, nous on attend du gaz. Mais le gaz, il est sous-produit du pétrole. Le plastique et autres, le nylon et toutes ces choses, ça ne peut pas se vendre tout au Sénégal. Il faut bien qu'on écoule une partie de nos produits. Tout autant qu'on exporte le brut, il faut faire aussi des écoles pour que les matières premières soient transformées au Sénégal sur place. En fait, ce qui fait la pauvreté des pays du tiers-monde, c'est que les matières premières sont exportées et transformées ailleurs et revendues dans nos pays à des prix fous. Oui, on n'a plus aucun bénéfice. Aucun bénéfice. L'exemple du Nigeria. Pareil. Même si on ne peut pas traiter tout sur place, mais également au Cameroun, ces pays sont pétroliers, il y a rupture de carburant. Nous, au Sénégal, on ne produit pas de pétrole, on a produit de carburant. Au Nigeria, des fois, rien à la pompe, les gens vont à pied, alors qu'on est pays pétrolier. Vous vous rendez compte? Oui. C'est pourquoi moi, je ne sais pas, j'avais... C'est un constat amer, mais c'est un constat. En général, je disais personnellement, je ne sais pas, comme le pétrole, moi je considère que c'est une ressource qui est du domaine de la souveraineté nationale, à mon avis. Parce que le pétrole actuellement, c'est la base de monnaie de change de tout le monde, du monde entier. Donc, avec le pétrole, le fameux pétrole-dollar là. Donc, moi, à mon avis, si on doit construire une école, je donne mon avis, hein, si on doit construire des écoles sur des métiers de pétrole et de gaz, à première vue, avant pour autant de l'étaler à du public, à des écoles publiques ou privées même, aux civils, à mon avis, on devait confier ça à des écoles de type militaire pour la parfaite maîtrise, déjà pour faire des élites dans ce sens. Et ensuite, maintenant, peut-être qu'on pourra se permettre de vulgariser ça via des écoles privées avec des certifications, bien des agrégations, des accréditations qui vont faire suite à des contrôles sévères. Moi, c'est mon point de vue. Je pensais même à un type d'école inter-État, mais on a vu que les écoles inter-État ont un peu échoué dans le sens où les participations des États membres faisaient parfois défaut. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette logique-là, des écoles à vocation de transformation, à vocation de métier du pétrole et du gaz, mais sous un commandement militaire. Ce qu'on peut faire, ce qui est possible, c'est le cas de l'EPT. La partie pédagogique est dirigée par un civil, n'est-ce pas? Oui. Le directeur des études. Mais l'école est commandée par un militaire. Il n'a aucune intervention sur la pédagogie, mais il est informé de tout changement pédagogique et il est informé quant aux moyens à mettre en place pour que ça puisse marcher. C'est comme l'exemple de l'école Mohamedia de Rabat, qui est jumelée à Polytechnique. Mohamedia de Rabat est une école d'ingénieurs, l'une des meilleures du Moyen-Orient, n'est-ce pas?
et qui joue moi j'étais à Polytechnique, quand je commandais Polytechnique, j'étais à Rabat, à Mohamedia, avec M. Sabatin et un autre professeur. On a été visiter l'école pour discuter de programmes, d'échanges et tout. Mais là-bas aussi c'est pareil. L'école, sur le plan pédagogique, il y a un commandement civil, un responsable civil, mais il y a des militaires qui sont affectés à l'école pour la formation militaire. Et ils suivent carrément une formation militaire pure et dure. Pure et dure. C'est compétent, hein? Pure et dure à Mohamedia, à l'époque. On peut amener les militaires hein, à être associés ou être cadres dans certaines écoles de formation, mais donc, au niveau de la logistique, et également au niveau, disons, de la conception de l'homme de demain dans ces écoles. Hein, pour en faire des citoyens, aider à en faire des citoyens responsables hein, et compétents. Mais ces écoles spécialisées, évidemment, sont toujours dirigées par des compétences. Parce que dans l'armée, on n'a pas ces compétences, à moins qu'on forme des ingénieurs de pétrole, etc., etc. Et là, je ne sais pas si l'armée va le faire parce que ce dont on a besoin, c'est vraiment qui tire bien, qui amène bien le canon ou la bombe, etc., pour la défense. Mais néanmoins, s'il y a un organe qui veut bien s'en charger, pourquoi ne pas envoyer des militaires qui ont les compétences dans fréquenter les écoles d'ingénieurs du pétrole ou d'autres écoles et plus tard, bon, aspirer à prendre des directions dans ce domaine-là. Mais il peut néanmoins être affecté dans ces écoles pour la partie commandement, la partie discipline, règlement intérieur, la vie de l'école, les manifestations, etc., etc. Donner une teinte un peu militaire pour l'aspect de la discipline et surtout pour renouer le contact avec l'armée, disons l'armée, le concept armée-nation, voilà, pour faire revivre le concept armée-nation. Mais c'est très possible, c'est très possible. Écoutez, nous sommes tous des citoyens et chacun peut aider dans son domaine. Merci, Général. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions parce qu'il est déjà 19h33. Nous allons laisser le soin au Général. Tout le monde a fait. Oui. C'est sûr, c'est normal. C'est le week-end aussi. Donc, on va vous laisser le soin de donner votre dernier message aux membres de CRAC et à ses sympathisants. Après, on va passer à la clôture. Mais en tout cas, mais Youssou, moi, je ne peux que féliciter les membres du CRAC. Et à ma grande surprise, d'ailleurs, d'abord, c'est la première fois, c'est grâce à toi que j'ai appris l'existence du CRAC. Mais rien qu'à la présentation, je savais qui vous étiez. Pour le sérieux dans l'engagement, et la compétence du groupe. Rien que la présentation est suffisante. Elle est compte. Elle le compte. Et surtout que votre démarche est purement désintéressée. Vous êtes des citoyens soucieux de l'avenir de votre pays, de notre pays. On ne peut que vous encourager, vous féliciter, vous souhaiter bonne continuation. Évidemment, vous m'interrogez dans mon domaine qui n'est pas tout à fait le mien. Vous m'auriez parlé de défense, de sécurité, de stratégie. Je n'aurais pas besoin de prendre note pour vous parler. Je vous aurais parlé à livre ouvert. Mais en tout cas, je crois que j'ai fait de mon mieux pour le satisfaire. Et je suis très content, vraiment, de l'intérêt que vous avez porté au sujet. On pourrait le développer, hein, ailleurs. Et votre démarche, en tout cas, entre dans le cadre du souhait de tous les citoyens du Sénégal, œuvrer pour le développement de notre Sénégal, pour le développement des pays de la sous-région, et nous partir de la mainmise étrangère et être capable nous-mêmes de conduire notre destinée nous-mêmes. On peut réussir, on a les hommes compétents, on a les hommes sérieux.
Mais pour une dernière fois, je vais vous relire la citation sur Einstein. Et même au début, il y a une phrase que je vais vous lire. C'est avec ça que je vais conclure. Le chef doit anticiper. Anticiper, anticiper. C'est la première qualité d'un chef. C'est le premier pas du leadership. L'anticipation est la clé de voûte de tout leadership. Avoir le flair et partir à point. Voilà les qualités du chef. C'est très important. Créer, inventer exige une continuité de conception, de direction et de responsabilité. C'est Einstein qui l'a dit. Et quand il dit quelque chose, on peut le prendre au sérieux. En tout cas, moi, je vais vous dire, dans ma vie militaire, dans ma carrière, voilà 3 principes qui ont guidé mon leadership durant toute ma vie militaire et ma carrière. L'anticipation est la clé de voûte de mon commandement. L'ouverture. L'ouverture. Un chef doit être ouvert. Il est mieux informé. Il est plus à même de satisfaire les besoins de ses collaborateurs. Et ensuite, le courage. Il faut avoir le courage de ses décisions. Quand vous prenez une décision, il faut avoir le courage de l'assumer, aller jusqu'au bout. Si vous êtes honnête, si vous êtes sérieux et bienveillant, c'est Dieu qui vous protégera. C'est Allah qui vous protégera. Vous réussirez dans votre mission. Voilà par quoi je vais terminer. Merci beaucoup, Général. Nous prenons bonne note de vos conseils qu'on va essayer d'appliquer, en tout cas. Merci pour les mots sympathiques envers notre mouvement citoyen. Je remercie aussi les participants. Allez, bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup, mon général. Donc, merci Allez, au général, merci aux participants. Donc, nous allons partager, en tout cas, nous avons déjà partagé la communication dans les groupes. Nous allons partager l'audio du webinaire sur WhatsApp et la vidéo sur Facebook et YouTube. On n'hésitera pas à inviter le général pour les questions de sécurité et défense parce que ça fait partie des 14 thématiques qui étaient listées tout à l'heure dans le cadre du volet réflexion. Donc, on va vous envoyer notre invitation là-dessus avec un terme des termes de référence par rapport au débat qui sera fait. Je m'en vais aussi annoncer peut-être un autre webinaire sur l'entrepreneuriat. On attend la confirmation de Mme Amkharidjine concernant l'entrepreneuriat. Et peut-être on vous annoncera dans les prochains jours quelle sera la date du prochain webinaire. En attendant, nous retenons qu'il y aura un webinaire sur la sécurité et la défense pour lequel on va inviter le général Mamadou Seck. Donc, merci à vous tous et bon week-end. Merci, mon général. Allez, à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah.